Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mystère qui nous concerne tous. Un mystère qui se cache dans nos poches, sur nos bureaux, partout en fait. La question est simple. Pourquoi nos gadgets les plus modernes semblent-ils conçus pour tomber en panne? Pour commencer, regardez ça. C'est l'ampoule centenaire de Livermore en Californie. Fabriquée à la main en 1901 et elle brille encore aujourd'hui. On parle de plus d'1 million d'heures d'éclairage. C'est un vestige d'une époque qui n'avait pourtant rien de nos technologies actuelles. Et ça nous amène à une question vraiment fondamentale. Si une simple ampoule, vieille de plus d'1 siècle, peut tenir aussi longtemps, comment expliquer que nos smartphones, nos machines à laver, bref, tous nos appareils modernes aient une durée de vie si ridicule à côté? Est-ce qu'on a juste régressé en matière d'innovation, ou alors est-ce que c'est un sabotage délibéré? Pour avoir une réponse, il faut remonter le temps. Direction les années 20, l'âge d'or de la consommation de masse. C'est là que commence notre histoire. Une histoire qui ressemble à un véritable complot industriel. On est en 1924. Les géants mondiaux de l'ampoule se réunissent en secret à Genève. Ensemble, ils créent le cartel de Phébus, du nom du dieu grec de la lumière, un comble. Leur objectif est à la fois simple et terrifiant, contrôler le marché mondial en s'assurant que les ampoules, qu'elles grillent plus vite. En l'espace de quelques années, ils imposent une norme de 1000 heures, alors que la technologie de l'époque permettait sans problème d'atteindre les 2500 heures. Ce qui est absolument fou dans cette histoire, c'est le cynisme de la chose. Les mêmes ingénieurs qui, la veille, passaient leur journée à essayer d'améliorer la durabilité des produits, ont soudain reçu l'ordre de faire exactement l'inverse. Tout leur talent a été mis au service de la dégradation de leur propre travail. Et bien sûr, la stratégie a payé. Le résultat a été spectaculaire pour eux. Alors que la durée de vie des ampoules s'effondrait, les ventes du cartel, elles, explosaient. La logique est simple. Moins ça dure, plus on en rachète. Et donc, plus les profits augmentent. Alors, posons-nous 2 minutes pour réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette stratégie? Est-ce que c'est juste une pratique commerciale malhonnête ou est-ce que, paradoxalement, on pourrait y voir une forme d'innovation? C'est vraiment la question qui tue. L'innovation, normalement, c'est censé apporter quelque chose en plus. Mais qu'est-ce qui se passe quand on l'utilise pour retirer de la valeur? Aussi surprenant que ça puisse paraître, selon certaines théories, la réponse est oui. Ce qu'a fait le cartel de Phébus, c'est ce qu'on appelle une innovation de paradigme. Ils n'ont pas vraiment changé le produit en lui-même, mais ils ont complètement retourné le modèle économique qui l'entoure. Voilà le changement radical. Avant, la valeur, c'était la durabilité. On vendait un excellent produit une seule fois et le client était content. Après, la valeur, c'est devenu la répétition. L'objectif n'est plus de satisfaire un besoin une bonne fois pour toutes, mais de le recréer encore et encore. Mais attention, tout le monde n'est pas d'accord. D'autres définitions de l'innovation s'opposent frontalement à cette idée. Pour le théoricien Bossing, par exemple, le bénéfice client est au cœur de tout. Pour lui, si ça ne sert pas le consommateur, ce n'est pas de l'innovation. Point. Et c'est là qu'on touche à toute la contradiction. D'un point de vue purement business, la stratégie du cartel était brillante. Elle a assuré des revenus stables aux entreprises. Mais du point de vue du client, c'était une anti-innovation totale, puisqu'on lui vendait un produit volontairement moins bon. Le cartel de Phébus a peut-être été dissous. Mais ces idées, elles, sont plus vivantes que jamais. Alors voyons un peu comment cette stratégie a été adaptée et même perfectionnée à notre époque. Le cas d'Apple est souvent cité comme un exemple parfait. Des batteries collées impossibles à remplacer soi-même, des mises à jour logicielles qui, comme par magie, ralentissent les anciens modèles, ou encore un contrôle très strict sur les pièces détachées. Toutes ces tactiques pointent dans la même direction, nous pousser à acheter un nouvel appareil plutôt qu'à réparer l'ancien. Mais l'obsolescence, ce n'est pas que physique. Il y a une forme encore plus sournoise, l'obsolescence psychologique. Et l'un des pionniers de cette approche, c'est ce monsieur, Harley Earl, le designer légendaire de General Motors. Son idée, ce n'était pas que la voiture tombe en panne, non, c'était qu'elle paraisse démodée. Dans la théorie de l'innovation, ça porte un nom. C'est l'innovation de positionnement. Le produit, au fond, reste le même, mais on change complètement la façon dont il est perçu. On le rend nouveau dans la tête des gens, non pas grâce à la technologie, mais grâce au style et au marketing. Et ce cycle, aujourd'hui, on le connaît par cœur. Dans les années 50, General Motors a commencé à changer les couleurs et les formes des ailerons de ses voitures chaque année. Aujourd'hui, Apple fait la même chose avec ses iPhones, une nouvelle couleur exclusive, le bloc photo qui bouge d'1 millimètre. Les vrais changements technologiques sont souvent minimes, mais l'impression de nouveauté est, elle, maximale. Et ça rend tout de suite le modèle précédent beaucoup moins désirable. Bon, le tableau est un peu sombre, c'est vrai. Mais tout n'est pas perdu. Il existe une bonne forme d'obsolescence et surtout un mouvement de résistance qui commence à faire du bruit. La bonne obsolescence, c'est l'obsolescence technologique. C'est tout simplement quand un nouveau produit est tellement meilleur que l'ancien qu'il le remplace naturellement. L'ampoule LED, c'est l'exemple parfait.
Elle n'a pas remplacé l'ampoule à incandescence parce que celle-ci était programmée pour griller, mais simplement parce qu'elle est plus efficace, plus économique, plus durable, bref, meilleure sur tous les plans. Ça, c'est une véritable innovation de produit. Et face à ces stratégies d'obsolescence programmée, un mouvement mondial est en train de naître. On l'appelle le droit à la réparation. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis, des lois commencent à voir le jour pour forcer les fabricants à nous fournir les pièces, les manuels, les outils, pour qu'on puisse réparer nous-mêmes nos appareils. C'est une attaque en règle contre ce modèle économique qui repose sur le rachat perpétuel. Et tout ça nous amène à une question finale, et pas des moindres. L'obsolescence programmée, elle est née d'une logique de croissance économique à tout prix. Mais dans un monde où les ressources ne sont pas infinies, est-ce que ce modèle est encore défendable ? Comment peut-on continuer à innover, mais pour créer une croissance qui ne serait pas basée sur le gaspillage, mais au contraire sur la durabilité ? C'est sans doute la réponse à cette question qui définira l'économie de demain, et peut-être même notre avenir.